Technique publique. Technique publique. Découvrez l'édition 2025 des Olympiades de l'éloquence du réseau des écoles de service public avec le deuxième prix remporté par Léo Mauduit et Victor Belloué de l'École des hautes études en santé publique. L'agent public exerce ses fonctions avec dignité, impartialité, intégrité et probité. Non, vous ne trouverez pas ces lignes dans les 10 commandements de l'Ancien Testament, mais dans le Code général de la fonction publique. Il semble que le législateur ait tenté de définir ce que pourrait être la morale de l'agent public, car qui mieux que les serviteurs du service public, les agents publics, pour porter l'éthique du service public. C'est en 2016, à l'occasion d'un projet de loi sur la déontologie des fonctionnaires, que la ministre de la fonction publique de l'époque, votre prédécesseur, monsieur le ministre, Marie-Lise Lebranchu, a défendu un projet de loi où, je cite, « Il s'agit pour le gouvernement de reconnaître dans la loi l'exemplarité dont les fonctionnaires font preuve au service de l'intérêt général et du redressement du pays. » Tout un programme. Et surtout un aveu. C'est l'exemplarité des fonctionnaires qui contribuent à l'intérêt général et au redressement du pays. Ce sont donc bien leurs comportements qui portent l'éthique du service public. Avec son projet de loi, cette ministre n'invente pas la morale des agents publics. Elle ne fait qu'entériner une jurisprudence administrative constante. Tenez par exemple dans une décision de 86, une décision remarquable qui mériterait son entrée au Gaja, le Conseil d'État valide la révocation d'un CRS au motif qu'il avait cohabité avec une prostituée. Ce qui, selon le juge administratif, était de nature à porter la déconsidération sur le corps auquel il appartenait. Le fonctionnaire capable du pire comme du meilleur, du redressement du pays jusqu'à la déconsidération de son corps. Nous-mêmes, au moment de préparer le sujet de la phase éliminatoire, nous nous sommes demandé si nous n'allions pas trop loin avec notre crash de notre avion 2017-2027. Serions-nous prêts, par amour de l'art oratoire, à laisser tomber la retenue que nous commande notre fonction pour se vautrer dans l'humour caustique ? Oui, et c'est peut-être ce qui nous a valu notre place en finale. Dans toute bonne start-up nation qui se respecte, la prise de risque est encouragée, voire demandée. Alors allons plus loin, puisque ce sont les fonctionnaires qui sont en première ligne pour porter l'étendard de la morale publique. Nous avons cherché à savoir s'il existait un profil type, un portrait robot du fonctionnaire, ou plutôt du haut fonctionnaire, puisque c'est ce qui nous rassemble toutes et tous ici. Nous nous sommes pour ce faire penchés sur un rapport qui a fait grand bruit. Il est à l'origine de la réforme de la haute fonction publique. Il est même à l'origine du nouveau nom, enfin devrais-je dire du rebranding de l'ENA pour l'INSP. C'est le rapport Thiriet. Ce rapport met en lumière une réalité troublante, une introuvable diversité au sein de la haute fonction publique. Le rapport dresse un portrait de nous saisissant, presque inquiétant. 76%, c'est la proportion d'élèves de l'INSP issus de familles aisées, alors que les enfants de cadres ne représentent que 20% des 18-23 ans en population générale. 22%, c'est le pourcentage de femmes à Polytechnique, révélant, selon les termes du rapport, une domination masculine présente dans certaines écoles du service public. 1 sur 3, un auditeur de justice sur 3 est passé par Sciences Po Paris, illustrant, je cite, un quasi-monopole parisien. Alors, le portrait robot du haut fonctionnaire se dessine, un homme parisien, fils de cadre. Quand je regarde mon binôme ou les finalistes, je me dis que l'expérience confirme la théorie. Cette homogénéité sociale et géographique peut-elle vraiment refléter la diversité, la richesse de notre société ? Peut-elle garantir une administration à l'écoute de tous les citoyens, quelle que soit leur origine, leur genre, leur lieu de résidence ? En bref, l'éthique du service public n'est-elle qu'une affaire d'hommes parisiens embourgeoisés ? Cher Victor, une introuvable diversité vraiment, tu as pourtant devant toi toute une farandole de portraits de fonctionnaires. Des blonds, des bruns, des petits, des grands, des barbus, des imberbes. Que demandes-tu de plus ? Dans 20 ou 30 ans, tu auras peut-être un détournement de fonds ici, un abus de biens sociaux là-bas, et une prise illégale d'intérêt au fond de la salle. La moralité de ton histoire, c'est que dans un pays où il existe à peine moins de façons de définir la morale que de variétés de fromage, une seule morale semble être représentée dans la haute fonction publique, et force est de constater qu'elle ne garantit pas la probité. Il n'y a pourtant rien d'infamant sur le principe à ce que la morale puisse être la tutrice de l'éthique du service public.
En revanche, si c'est la seule morale de l'homme parisien embourgeoisé, on peut se le dire les yeux dans les yeux, la compagnie service public ne redécollera pas. Elle ne redécollera pas car l'éthique du service public ne peut pas dépendre d'une ville, d'un genre, d'un nom. Elle doit se nourrir d'un ensemble d'idées, d'un ensemble de valeurs dans lesquelles tous les bénéficiaires du service public se retrouvent. Dans cet ensemble, il n'y a pas de place pour nos intérêts particuliers. Et pour autant, comment imaginer qu'un homme qui est né, qui a grandi dans une métropole, puisse défendre de manière neutre les intérêts de l'urbain et de la ruralité ? Si la morale est l'élément qui peut orienter l'éthique du service public, alors peut-être faudrait-il en changer la recette. Que devraient être alors les ingrédients de la morale du haut fonctionnaire pour qu'elle n'assaisonne pas excessivement l'éthique du service public ? Afin de ne pas gâter le plat, la morale doit être une épice juste dosée dans le grand plat de l'éthique du service public. Trop forte, elle masquerait les saveurs collectives, et trop fade, elle le laisserait sans colonne vertébrale. Pour qu'elle enrichisse sans dominer, elle doit se composer d'une pincée de probité personnelle, constante mais discrète, d'un zeste de courage pour savoir dire non et défendre l'intérêt général, d'un fond de loyauté non pas servile mais lucide envers l'État et les citoyens, et surtout d'une cuillère de discernement qui permet de tempérer les excès de zèle et de vertu individuelle quand ils nuisent à l'action collective. Car la morale individuelle, ce n'est pas un plat unique, vous l'avez bien compris, elle doit se conjuguer avec la recette commune de l'éthique publique, faite de règles, de responsabilités partagées et du souci constant de servir la République. Pour l'heure, ils sont une poignée à maîtriser cette recette très exigeante, mais chaque année, de nouveaux profils émergent et sont autant d'espoir de parvenir à trouver cet accord moral-éthique qui régalera nos papilles. Mais pour finir, faisons un pas de côté et revenons sur des mots entrés à la postérité. Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. Depuis ce matin, de formidables orateurs, représentant à minima la diversité des métiers auxquels nous forment les écoles du service public, ont mis en lumière les défis de celui-ci en termes d'accessibilité, de viabilité, de responsabilité sociale et environnementale. Ce sont ces sujets qui ont été spontanément choisis par des élèves en cours de formation. Par leur verve, 6 équipes ont rejoint la finale avec le souhait de monter en puissance et de porter un peu plus haut la voix des hauts fonctionnaires. Nous sommes également nous-mêmes des bénéficiaires du service public. Et je me pose la question, et je vous pose la question, chers collègues, qui parmi nous identifie la question à laquelle nous avons essayé de répondre, et nous essayons encore de répondre cet après-midi, comme un enjeu primordial de nos formations. Ceci est la morale de cette finale, 12 orateurs débattant du service public, d'une question que les bénéficiaires ne se posent pas. Merci. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.